Merci, M. Beaulieu. Merci beaucoup au Cercle. J'apprécie l'opportunité. Merci à John. Le sujet du jour, c'est l'innovation. Un sujet qui me touche pas mal. Et j'aimerais commencer avec une petite anecdote personnelle qui me fait penser à l'innovation puis aux risques de certaines entreprises et l'attitude de certaines entreprises sur l'innovation. Alors, j'étais à Los Angeles l'an passé dans un restaurant qui était, sous-entendu, un excellent restaurant de dessert. Alors, c'est pas moi qui avais fait la réservation, c'était des partenaires d'affaires qui nous avaient invités là. Et rendu à la fameuse carte des desserts, je vois en tête de liste les crêpes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des crêpes depuis 25 ans, je suis spécialiste en crêpes. Et j'en fais tous les dimanches. J'ai commencé à 13 ans quand j'étais au collège et je pense qu'elles sont bonnes. Donc, puisqu'ils sont sur le menu, je me dis, bon, je vais essayer les crêpes pour comparer, vu qu'on me dit que c'est une référence en dessert. Alors, je commande au serveur les crêpes. Le serveur va à l'arrière, revient me voir et me dit, « Monsieur, je suis vraiment désolé, il n'y a pas de crêpes ce soir. » Ben, je n'ai pas de crêpes ce soir. Puis, alors, il me mentionne, il dit, « Il manque un ingrédient. » Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui savent combien d'ingrédients ça prend à faire des crêpes, mais ça en prend 3. Pour être sûr de ne pas se tromper, j'ai fait une slide là-dessus. Alors, il y a 3 ingrédients à faire des crêpes. J'aurais pu commander le banana split, mais je voulais vraiment aller au fond de la question, donc j'ai demandé à rencontrer le chef. Alors, le chef est sorti et je voulais qu'il m'explique comment est-ce qu'il ne pouvait pas avoir de crêpes ce soir-là. Et le chef m'explique qu'il est excellent à faire tous les desserts, mais qu'il n'a pas de crêpes, mais il m'explique vraiment à quel point les autres desserts sont excellents. Et je me rends compte qu'évidemment, l'attention est un peu, les autres clients dans le restaurant ont aussi un intérêt pour les crêpes. Alors, et visiblement, le chef ne va pas faire de crêpes, en tout cas pas de la façon dont il est parti. Donc, je décide de lancer devant tous les clients compétition de crêpes. Je vais aller en cuisine et je vais faire une compétition de crêpes avec le chef. Et là, visiblement, le chef était un peu sur le choc. Les clients ont adoré l'idée. Alors, la clientèle regardait la réaction du chef. Le chef a dit, « Écoute, laisse-moi aller voir en cuisine qu'est-ce qui peut être fait, puis on va revenir, je te reviens. » Alors, il quitte. Les gens sur les autres tables commencent à prendre les gageures. Moi, je commence à m'étirer. Là, je vais être prêt. Les crêpes vont être incroyables. Je vais en faire des batchs pour tout le monde. Et ça prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je me dis, c'est bien long. Après 20 minutes, le chef sort avec 4 serveurs. Ils ont fait tous les desserts sur le menu. Tout. Gratuitement. Pas de crêpes. C'est pas de crêpes. Pourquoi pas de crêpes? Alors, le chef m'a expliqué à quel point il était tellement bon, puis il voulait montrer à sa clientèle qu'il était tellement bon qu'il a fait tous les desserts gratuitement, mais qu'il n'offre pas de crêpes ce soir. Alors moi, je me suis questionné à savoir, bon, le chef a visiblement raté une belle opportunité, je trouve, mais pourquoi le chef n'a pas voulu mettre sa crédibilité en ligne pour des crêpes? Est-ce que vraiment il y avait un risque? Et pourquoi il n'a pas pris le risque d'essayer? Et quand je regarde ça, je me dis, bon, il n'a pas pris le risque d'essayer, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'il a passé beaucoup plus de temps en cuisine. Ça lui a coûté plus cher. La clientèle n'est pas satisfaite, puis il n'y a aucun bénéfice. Et de mon point de vue, je me dis, écoute, avoir l'engouement qu'il y avait ce soir-là pour les crêpes, puis les autres clients, je voyais ça comme une première série d'un paquet de performances de crêpes où le chef aurait pu embarquer dans le jeu et faire des crêpes et peut-être éventuellement faire des compétitions de crêpes une fois par mois. Ça aurait été certainement meilleur pour son marketing de son restaurant, mais on ne le saura jamais parce qu'il ne l'a pas essayé. Alors, la première règle que je veux donner pour l'innovation, peu importe l'innovation, qu'elle soit petite, grosse, technologique ou non, c'est qu'il faut prendre le risque de l'essayer. Si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Et comme le chef, je vois beaucoup d'entreprises qui se disent se qualifier dans leur domaine, très bon, continuent dans la même voie qu'ils font, et peu importe les conditions de marché externes, peu importe si leur coût au prorata de ce qui se passe dans le marché est plus élevé, ils décident de continuer dans cette direction-là. Et c'est assez fascinant de voir des entrepreneurs qui innovent et qui peuvent déstabiliser des grands groupes, qui ne prendront même pas le risque d'essayer et qui vont s'en rendre compte après coup. D'où l'importance de l'innovation. Alors, chez Télésystème, l'innovation, évidemment, est l'ingrédient de base. On a 3 ingrédients aussi, donc je trouvais ça le fun des mentionner.
l'innovation est à la base de tout. Pourquoi? Parce que l'innovation, c'est le levier opérationnel. Alors, dans tout ce qu'on fait depuis le début, puis je reviendrai un peu sur l'historique de Télésystème, mais depuis le début, l'innovation fait partie, le levier opérationnel fait partie de Télésystème. Deuxième élément qui est assez clé, c'est que ça prend de la masse, du scale. Si on n'a pas de scale, c'est un levier qui ne lève rien, ça lève de l'air, ça ne va pas loin. Alors, la masse est très importante, puis je parle, excusez-moi l'anglicisme, le scale financier et le scale de marché est très important et c'est là qu'on voit les grosses différences. Que d'ailleurs, la majorité des grosses entreprises ont de la masse, ils peuvent manquer d'innovation, mais ils ont de la masse. Et le dernier, qui est les acquisitions internationales, dont je prône beaucoup, c'est de vraiment comprendre, une fois que tu as ton modèle avec ton levier puis que tu as de la masse, bien, de pousser les acquisitions. C'est le troisième ingrédient qui est clé pour nous. Il y en a qui pourraient nous dire, écoute, on a-tu vraiment besoin d'innovation? On est déjà très solide. Et pour finir sur mon histoire de crêpes, 2 œufs avec du lait, ça fait une omelette. Mais quand on met juste un peu de farine, on peut faire 10 crêpes. Je l'ai calculé, c'est ça que ça donne. Alors, je trouve ça assez fascinant parce que le levier, l'objectif, c'est justement d'aller chercher 10 fois plus pour le même effort. Alors, maintenant, je veux juste passer un petit peu à l'historique de Télésystème, que vous compreniez d'où on part et que ces 3 éléments-là, je vais donner 3 exemples clés qui retouchent exactement ces 3 ingrédients-là. Le premier élément est Télésystème. Télésystème, on pensait fêter notre 30e anniversaire l'an prochain. On s'est rendu compte que notre 40e était l'an passé. Alors, on a réussi à économiser sur un party. Mon grand-père a fondé CETELCO en 1972. Et CETELCO, c'est un centre d'appel. À l'époque, ça ne fait pas si longtemps que ça, on voit les technologies avancées, mais en 1972, il n'y avait pas de boîte vocale. Alors, les entreprises qui voulaient avoir un centre de messagerie faisaient affaire avec CETELCO, puis il y avait un switchboard avec ma tante Hélène qui prenait les messages et les écrivait. Et quand on avait un message, on devait appeler puis prendre le message. En 1974, Motorola est sorti avec les premiers systèmes de pagettes et le représentant de Motorola a contacté mon grand-père qui adorait l'innovation. Et il est venu le rencontrer un après-midi à 2 heures et mon grand-père a tellement aimé ce qu'il a entendu qu'à 8 heures, il signait le contrat final avec le chèque déposé puis il dit « Installe la tour, ship-moi les pagettes, demain matin, j'appelle mes clients puis c'est fait. » Alors, ça devait être le cycle de vente le plus rapide que Motorola a eu au Canada. Et mon grand-père, une chose qu'il comprenait, c'était évidemment le levier opérationnel. Il disait, écoute, j'ai déjà les clients, ça va coûter moins cher, je vais leur vendre un service de plus. Alors, il a vu tout de suite l'aspect du levier, l'impact que ça pouvait avoir sur CETELCO, et c'est ce qu'il a fait. Donc, vraiment, l'ADN de l'innovation vient de mon grand-père, qui est là depuis le début, qui pousse et qui prône ça. En 1978, mon père a eu la chance de racheter CETELCO de mon grand-père, qui avait d'autres entreprises. Alors, mon père s'est dédié à CETELCO. Il n'y avait pas beaucoup de clients à l'époque en 1978 parce que la majorité des clients étaient basés à Chicoutimi. Mais il y avait une plateforme déjà établie sur laquelle on pouvait consolider l'industrie. Alors, les années 80 ont été pour Télésystème, qui a été fondé officiellement en 84, mais Télésystème il y avait déjà 9-10 compagnies d'achetées, donc c'était l'amalgame de ces entreprises-là qui a été nommées Télésystème. Télésystème a pu faire une trentaine d'acquisitions en l'espace de 7 ans, depuis de 1978, mais en réalité, c'était plus 4 ans, ça a plus commencé autour des années 80-81 jusqu'à 85, et consolider 65 % de l'industrie de la pagette au Canada. Maintenant, organiquement, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est impossible d'avoir 65 % d'une industrie organiquement sans faire d'acquisition. Donc, c'est le gros avantage de pouvoir faire des acquisitions. Puis quand on fait des acquisitions, il faut évidemment que financièrement, ça ait du bon sens. Donc, à chaque acquisition, notre masse financière grossit. Et que, évidemment, l'effet de levier soit là aussi pour qu'on puisse faire les opérations tous ensemble et que ça fonctionne. Alors, ça, c'était les années 80, d'où l'importance pour nous des acquisitions. Donc, le levier, l'innovation, les acquisitions, les années 90. Pour ceux qui se rappellent bien, en 92, Télésystème, avec l'aide de Bell, a acheté Téléglobe. Pourquoi? Téléglobe avait un monopole au Canada et 5 % du réseau était utilisé, donc 95 % non utilisé, parce que tout le monde qui appelait au Canada devait le faire en passant par Téléglobe. Mais Téléglobe ne faisait aucun client international, seulement des communications locales. D'où le point de donner le monopole, de redonner le monopole dès le départ.
que Télésystème a dit, écoute, on n'aura pas besoin du monopole de Téléglobe. Pourquoi? Parce qu'on veut adresser un marché au moins 50 fois plus gros à l'international et remplir un réseau qu'on a déjà les coûts du réseau. Donc, quand tu as déjà tous les coûts et que tu peux juste gagner, c'est là que tu as vraiment un effet de masse. Donc, quand je parle de masse, Téléglobe avait énormément de masse. Et c'est ce qui permettait aussi d'utiliser le bilan de Téléglobe, d'investir dans des nouvelles innovations telles que la fibre optique qui sortait à l'époque. On a fait le premier fil optique, câble optique entre l'Amérique et l'Europe. Si on se rappelle bien, c'était en 1994 et ça coûtait des milliards à financer. Et ça aurait été impossible de le faire sur le côté. On a pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait l'actif pour Téléglobe, qui était un actif avec lequel on pouvait travailler. Alors évidemment, de combiner l'innovation, de combiner le marché et un actif qu'on a déjà, c'était le gros levier qui a fait que Téléglobe a eu 10 fois plus de valeur en l'espace de 8 ans. Alors, c'est les années 90. Je ne veux pas revenir sur toutes les histoires de Télésystème, mais je veux vous donner une idée des 3 blocs clés de nos ingrédients. Puis pourquoi, pour nous, c'est important. La recette pour réussir à faire fonctionner l'entreprise, c'est d'avoir ces 3 ingrédients-là. Alors, l'innovation seule, c'est très difficile. Une business solide seule, au moins, on fait des profits, mais à long terme, c'est à risque. Et de faire des acquisitions sans savoir quelle acquisition on fait, c'est dangereux aussi. Donc, ça prend vraiment la combinaison des 3 pour avoir un succès. Se positionner 15 ans en avance. Alors, dans les années 80, de 1974 à 2005, Télésystème était dans les télécoms. On vient d'expliquer un peu le background des télécoms. Et donc, on a eu un gros 30 ans en télécom. On est sorti des télécoms en 2005. En 88, on a investi dans les médias. On a commencé avec Radio Mutuelle, qui avait Musique Plus, qui avait des stations de radio. Et autour des années 95, le défi qu'on avait chez Télésystème, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait adresser toute la nouvelle vague qui s'en venait de contenu et d'applications. Et puisqu'on était très fort en télécom, on ne voulait pas être marginalisé, devenir un dumb pipe, comme on disait à l'époque. Donc, il fallait absolument investir dans le contenu. Alors, l'investissement était fait dans le capital de risque en 1995 de créer le premier fonds d'investissement Telsoft. Il y en a plusieurs d'autres par après. On a fait notre phase d'investissement de 1995 à 2010, principalement pour trouver les bonnes applications. Et on en a fait beaucoup d'investissements. On a fait au-dessus de 100 investissements en capital de risque en l'espace de 15 ans. Alors, c'est beaucoup, seulement pour savoir vers où le marché s'en va. On a investi dans le contenu plus spécifiquement à partir de 1998 avec l'investissement dans Motion Internationale qui est devenu Zone 3 en 2000. Et on est toujours actif dans Zone 3. En 2010, on a regardé tous les investissements qu'on avait, dans quel marché on voulait être et on n'était plus dans télécom. L'objectif, c'était de voir quelle entreprise on peut vraiment faire croître. Puis quand on regarde l'effort nécessaire pour investir dans un nouveau start-up versus l'effort de supporter une compagnie déjà établie, de faire des acquisitions puis de vraiment la faire croître, la différence entre les deux, la création de valeur est très... il y a un gros gap. Donc, c'était l'importance de dire, bon, on va se focusser sur les entreprises qu'on a déjà et on va s'assurer de vraiment en faire un succès des grosses entreprises basées ici, plutôt que de recommencer à réinvestir à chaque fois dans le capital de risque. On supporte toujours, évidemment, plusieurs organismes, le Carange Québec, Notman House, puis des organismes qui aident les entrepreneurs. Mais nous, notre focus, on s'est dit, on va se donner le focus de vraiment faire croître les entreprises qu'on a déjà. Alors, aujourd'hui, on a un holding média en technologie. Tout ce qu'on fait touche la technologie. Alors, média, je vais en parler un petit peu plus tard, c'est le focus sur lequel je passe beaucoup de mon temps. L'analyse de données, je crois énormément à toute l'analyse de données. Le marché, en ce moment, ne fait que commencer. Et dans 20 ans, dans 10 ans, 20 ans d'ici, l'analyse de données va être énorme. Le nombre d'informations qui s'en vient, c'est énorme. Alors, on a 3 entreprises spécifiquement en analyse de données. Puis, je suis bien content d'avoir Denis, mon cousin Denis Sirois, qui s'occupe de tout ce qui est de l'analyse de données dans ce domaine-là. Je suis chanceux aussi d'avoir mon père, que j'ai réussi, malgré tout ses implications dans un paquet de projets importants, de réussir à le garder impliqué dans Télésystème. Alors, il s'occupe des innovations industrielles. On a quelques investissements là-dedans, puis ça cadre bien avec son projet Pangea, qui est avec les terres agricoles. Alors, je trouve qu'il fait une très bonne job là-dessus. Je suis content de voir les résultats. Et
Il s'occupe aussi de tout notre capital croissance, qui est le fonds Tandem, qui est la résultante justement du fait d'avoir arrêté tout ce qu'on faisait en VC, de s'enligner vers le capital de croissance. Donc, Tandem est là pour faire des investissements entre 10 et 40 millions dans nos entreprises technologiques canadiennes pour s'assurer qu'on puisse justement garder puis bâtir des gros leaders canadiens. Alors, il a cofondé le fonds Tandem avec Brent Bersberg et il s'en occupe. Donc, vous voyez que c'est vraiment une dynamique familiale où je m'occupe des médias, mon cousin Denis s'occupe de l'analyse de données et mon père s'occupe de l'innovation industrielle puis du capital croissance. On a aussi une super chance d'avoir une équipe solide chez Télésystème qui est là depuis très longtemps. Et un des gros avantages, c'est qu'on a fait tellement de types de transactions que ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas, puis comment on peut packager nos deals dans le futur. Donc, c'est une super équipe là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Puis ce qui m'emballe le plus, honnêtement, c'est le marché des médias. Et on a parlé beaucoup de Télésystème dans les années 90 et la chance que Télésystème a eue dans les années 90 à bâtir des réseaux télécoms dans les pays en développement. Si vous vous rappelez bien, on avait plusieurs licences au Brésil, en Inde, en Chine. Et le gros de la croissance, c'est qu'on rentrait dans un pays, on bâtissait l'infrastructure de base où il n'y avait pas d'abonnés au téléphone, il n'y avait pas de téléphone du tout. Et il y avait une opportunité incroyable d'offrir un téléphone mobile à des gens qui n'avaient pas de téléphone du tout. Et c'est ce qui s'est traduit avec des millions d'abonnés. Ce que je vois qui se passe en ce moment, 15 à 20 ans plus tard, c'est une opportunité qui, tant qu'à moi, est pas mal plus élevée, pas mal plus grande que ce qu'on a fait dans les années 90. Et je vais qualifier ça d'un tsunami en médias et technologies. Et pourquoi un tsunami en médias et technologies? Si on regarde juste l'Internet mobile aujourd'hui, les smartphones, les téléphones intelligents, aujourd'hui, dans le monde, on a 1,3 milliard de téléphones intelligents qui ont accès à l'Internet mobile. Donc, 400 millions dans les pays en développement. Et en 2019, on va avoir 5,3 milliards. Donc, vous voyez la croissance de 1,3 à 5,3, mais le gros de la croissance vient tout dans les pays en développement, environ 4 milliards. Donc, c'est une croissance de 10 fois le nombre dans les pays en développement, ce qui est énorme parce que les abonnés, évidemment, aujourd'hui, ne consomment aucune donnée, ne sont pas impliqués avec du contenu sur Internet. Alors, ça s'en vient, une grosse vague sur le côté de l'Internet mobile. Quand on regarde la TV payante, les abonnés, on en a 10 millions au Canada, mais d'ici 2018, il va en avoir 1 milliard d'abonnés télé dans le monde. Alors, encore une fois, on a 1% du marché mondial qui est basé au Canada seulement. Donc, c'est clair pour moi que la vague s'en vient dans les pays en développement. Et qu'est-ce que les gens vont faire une fois qu'ils vont avoir une TV connectée et un téléphone, iPad connecté à l'Internet? C'est consommer du contenu. Donc, le budget de production global vont être exponentiels. Et un peu comme Zone 3 aujourd'hui a un super succès au Québec parce qu'on veut avoir notre production locale, c'est ce que je vois qui va se passer exactement dans tous les pays en Afrique, dans les pays en Inde, dans les pays à travers l'Amérique du Sud. Ils vont tous vouloir leur propre format, leur propre production et les contenus total, il va un marché énorme en production de contenu. Alors pour nous, c'est très important ce marché-là, puis c'est ce qu'on voit qu'on veut vraiment s'impliquer. Alors, quand on regarde Télésystème Média aujourd'hui, Télésystème Média fait quoi? On fait beaucoup de production de contenu, distribution numérique autour de la musique. Alors, nos entreprises aujourd'hui distribuent, ont des millions d'abonnés dans le monde, puis l'accent qu'on va y mettre de plus en plus, c'est de trouver les prochaines plateformes numériques qu'on peut ajouter. Et on adresse les télédiffuseurs mondialement, les opérateurs télé mondialement, puis les opérateurs mobiles mondialement. Et on a voulu se donner un focus parce qu'on avait déjà certaines entreprises qui adressaient le domaine de la musique autour de la musique. Alors, Zone 3 ne fait pas seulement de contenu musical, fait plusieurs contenus, mais on s'est dit une ligne directrice qu'on peut faire à travers toutes nos entreprises en médias autour de la musique, puis on veut vraiment capitaliser là-dessus. En 2012, on a décidé de lancer le projet Télésystème Média à Los Angeles. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait 12 voyages à Los Angeles l'an passé. Maintenant, je suis chanceux, on a pris un entrepreneur qui connaissait bien les valeurs Télésystème pour qu'il aille s'établir à Los Angeles, pour pas que j'aie besoin d'aller à Los Angeles tout le temps, mais surtout pour qu'on ait un entrepreneur qui
puisse regrouper toutes nos entreprises en médias puis qui trouvent les opportunités là-dedans. Il faut comprendre que le domaine de la musique, c'est difficile de dire qu'on va être leader dans le domaine de la musique numérique et dans la production de contenu musical si tu n'as pas de lien dans l'industrie de la musique. Et on a choisi aussi d'établir des liens avec les artistes musicaux reconnus mondialement. Pour être honnête avec vous, dans toute l'histoire de Télésystème, on n'a jamais eu de relation avec l'industrie de la musique, puis on n'a jamais eu de relation avec des artistes de musique de renommée internationale. Donc, c'était un risque qu'on prenait de dire on va aller établir Télésystème Média à Los Angeles, mais pour moi, c'est un risque qui était évident si on veut jouer dans cette industrie-là mondialement. Alors, la majorité des opportunités qu'on a en ce moment rayonnent autour de la musique et c'est un marché qu'on voit qui est assez dynamique. C'est un marché en crise aussi. On en parle souvent de l'importance de rentrer dans les marchés en crise. Je ne sais pas si vous regardez le marché de la musique, mais le marché de la musique en ce moment est assez difficile. Tous les artistes se cherchent leur nouvelle plateforme, à savoir, bon, est-ce qu'on fait plus de concerts, la vente de disques est difficile, alors que nous, on a vraiment une plateforme numérique où on peut distribuer du contenu musical mondialement. Alors, on voit vraiment, et c'est ce qui est intéressant, qu'en établissant Télésystème Média à Los Angeles, on peut avoir une relation avec chacune de nos entreprises, peut y gagner d'avoir cette relation avec l'industrie de la musique et les artistes de musique. Alors, on est très content d'avoir fait ça. Puis je vous en parle aujourd'hui. C'est un projet qui est un mélange de vision et un mélange d'exécution. Il y a plein d'autres gros projets que je pourrais vous parler, mais je vous en parle aujourd'hui parce que chacun des projets de Télésystème a commencé petit. Et on n'a pas peur de commencer le projet petit en se disant, écoute, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne, et une chose amène à l'autre, et c'est à partir de là qu'on peut vraiment savoir les bonnes choses, les mauvaises choses, et vers où on va aller. Alors, pour nous, ça fait partie du processus d'apprentissage, ça fait partie du processus de dire, si on veut être actif dans une industrie, on n'a pas le choix de faire ça. Et c'est pour ça que je dis souvent à plusieurs grands groupes, c'est important de travailler avec des entrepreneurs. Et nous, ce qu'on fait d'habitude, on ne le fait pas tout le temps à l'interne. L'idée, c'est l'objectif, c'est de le faire avec des entrepreneurs. Donc, on ne le fait jamais à l'interne, on le fait avec des entrepreneurs qu'on veut qui aient tous les éléments en place pour justement que les leviers ressortent et qu'ils le fassent. Et ce que je trouve de valeur, c'est qu'on dirait que plus les entreprises sont grosses, moins ils prennent de risques, plus sont centrés sur leurs résultats. Et évidemment, l'innovation vient d'être mise de côté. Et là, puisque je parle des médias, je vais parler d'une problématique média canadienne sur les grandes entreprises en médias canadiennes. Puis je réalise que Bell est commanditaire, donc je vais faire attention. Je vais prendre une gorgée d'eau avant. Et une chose qui me saute aux yeux, c'est que la majorité de mon temps, je le passe à voyager le monde puis à avoir des opportunités dans le domaine des médias internationaux. Et le nombre d'opportunités, médias internationaux, musique, est énorme. Donc, médias, technologie internationale est énorme. Et quand je regarde, si on regarde nos fameux ingrédients pour le succès, où on se dit plus l'entreprise est solide, plus on peut faire des acquisitions, plus on peut avoir d'innovation. Quand je regarde nos grands groupes médias canadiens, je me questionne à savoir où vraiment est leur risque. Et quand je regarde les prises de contrôle qu'ils font en chacun avec leurs actifs médias canadiens, qui restent toujours au Canada, j'ai l'impression qu'ils jouent plus une game de Monopoly où le nombre de terrains sur la table est limité. Puis bon, j'ai la série 2 verres, il me manque le troisième verre, je vais te l'échanger pour avoir la série. Donc, c'est un peu une game qui est très locale qui se joue. Et je n'essaie pas de critiquer, évidemment, la stratégie locale. Je pense qu'elle peut être très excellente. Mais quand je regarde le nombre d'opportunités internationales et la grosseur, pour moi, c'est impensable de penser à ça. Donc, moi, ce que je suggère, c'est plus de changer le jeu et de jouer à risque au lieu de jouer au Monopoly. Et à risque, quand on a trop d'actifs sur un pays, bien, il faut les déployer ces autres pays d'habitude. Et quand on joue à risque et qu'on regarde tous nos actifs sur un pays et on les additionne, d'habitude, on finit qu'à long terme, la game, ça ne marche pas. Alors, et si on joue à risque et qu'on a le droit d'attaquer tous les autres pays, puis que les autres pays n'ont pas le droit de nous attaquer, bien, les gens vont dire non, écoute, ça, c'est tricher. Mais l'opportunité qu'on a aujourd'hui dans les médias canadiens, c'est exactement ça. Hein, on a des réglementations qui font qu'on est protégé au Canada. Les étrangers ne peuvent pas compétitionner sur les mêmes bases que nous au Canada. Et pour moi, c'est un avantage énorme qu'on doit utiliser puis qu'on doit faire tout de suite. Pas dans 10 ans, pas dans les prochains 5 ans avec la vague qui s'en vient des médias et technologies, c'est le temps de mettre tout de suite les bases.
Et justement, on en parlait tantôt, à l'époque, Bell avait BCI, investi beaucoup, mais on peut débattre est-ce que c'était bon ou non, mais au moins c'était là. Pour moi, c'est évident aujourd'hui, puis je ne vise pas juste Bell, là, je vois toute l'industrie, je pense que c'est évident que l'industrie devrait vraiment se questionner à savoir comment est-ce qu'on peut avoir un bras international en médias pour chacun des grands groupes médias. Et je le dis vraiment pas pour critiquer, je le dis parce que en tant que Canadien, je pense qu'on a une super opportunité. L'industrie est super solide. Le dollar canadien est solide. Les réglementations sont en place pour qu'on soit très compétitif internationalement. Les opportunités sont là, c'est le temps de le faire. Et je ne le dis pas non plus pour que tout le monde dise « super, on va rentrer en musique », puis que là, Eric m'appelle, me dit « coudonc, Caroline, tout le monde nous compétitionne, puis là, on est rendu que nos deals, on a Bell qui bid contre nous autres, c'est des petits deals qu'on a. » Donc, l'objectif, c'est pas ça. Je pense que chaque plateforme média canadienne peut rayonner internationalement. C'est de penser comment le structurer. Mais clairement, puis je reviens à la formule, plus tu as de masse, plus tu es capable de compétitionner, plus tu es capable de faire des acquisitions et plus tu peux investir en innovation. Je le suggère aussi de le faire en partenariat avec des entrepreneurs, hein, comme nous on le fait. C'est important d'avoir des entrepreneurs qui courent un peu partout dans le monde et qui trouvent les prochains leviers. Pour moi, l'entrepreneurship est clé si on veut être capable de marier ces trois ingrédients-là, plutôt que d'essayer de le faire à l'interne et évidemment, des fois, ça a des surprises à l'interne, ce n'est pas toujours un très gros succès, donc c'est toujours bon d'avoir quelqu'un à l'externe qui court. Alors, d'où mon prochain point sur adopter un entrepreneur. Et ce n'est pas un programme de l'UNICEF là, que je veux lancer, c'est une image que j'aimerais que chacun aille en retournant au bureau en vous disant « Qu'est-ce que je peux faire pour aider un entrepreneur qui en a de besoin? » Et je le dis d'une autre façon aussi, c'est qu'on dit souvent que la responsabilité de bâtir une entreprise solide est sur la tête des entrepreneurs. Moi, je pense qu'elle est sur la tête des grandes entreprises. Et je pense que chacun d'entre vous qui travaille dans une grande entreprise, c'est à vous de réfléchir à comment on peut aider un entrepreneur qui va nous aider. Je lisais un article assez drôle, c'était pas drôle du tout en réalité, mais un article sur un entrepreneur qui avait vraiment une solution pour une grande entreprise et après 1 an et demi d'essayer de rencontrer les bonnes personnes et 8 meetings et 8 intervenants différents dans la grande entreprise, il n'avait toujours pas réussi à faire son bon pitch. C'était même pas une question de savoir est-ce que c'est bon ou non, c'est de savoir est-ce que j'ai la bonne personne pour pitcher. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut voir le problème à l'envers, de se dire, bon, mais comment l'entreprise, quand on voit un entrepreneur, comment on peut l'aider à aller chercher ce levier-là? Elle risque d'être un peu quétaine. Il y en a peut-être d'entre vous qui vont vu cette vidéo-là. Moi, quand j'étais petit, j'avais vu une vidéo d'un homme qui lançait des étoiles de mer dans l'eau, puis il y a un petit garçon qui était à côté, puis qui avait dit « Écoute, pourquoi tu fais ça? Ça ne change rien dans ta vie. » Et l'homme, il avait répondu « Pour moi, ça ne change rien, mais pour chacune d'elles, c'est toute la différence. » Et moi, c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneurship. Je me fais appeler à tous les semaines par des entrepreneurs. Et vous avez vu, on est très focusé sur ce qui est musique. Fait que moi, tout ce qui n'est pas musique, distribution ou production de contenu, je l'écarte, mais je prends les appels quand même pour 2 raisons. La première, c'est qui les entrepreneurs de notre écosystème qui peuvent nous aider. Et la deuxième, je me dis, bien, si c'est un entrepreneur qui a une business qui n'est vraiment pas liée à la nôtre, comment je peux l'aider aujourd'hui? Pour moi, ça ne change rien de prendre une demi-heure de plus, mais si je peux l'aider et un jour devenir un grand entrepreneur, bien, peut-être qu'on va regagner à moyen long terme de faire ça. Donc, il n'y a pas une semaine où je ne fais pas au moins 2, 3, 4, 5 appels avec des entrepreneurs, je ne prends pas au moins une demi-heure à essayer de voir, bon, c'est quoi qu'ils ont, comment je peux les aider, vers où ils s'en vont. Des fois, ils sont dans le champ solide, je leur dis. Mais l'idée, c'est de faire ça. Donc, moi, ce que j'aimerais vous recommander, c'est, et souvent, la grande entreprise, que je trouve qui est de valeur, c'est qu'on voit les entrepreneurs comme une perte de temps, que les projets sont trop petits, c'est pas assez matériel. Et là, je reviens au levier. N'oubliez jamais que si vous avez la masse puis que le petit levier, mais le levier peut s'appliquer dans votre entreprise. Donc, d'où l'importance, puis peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard. Donc, d'où l'importance de donner un contrat à cet entrepreneur-là, de financer une commande, démarrer un projet pilote, partager vos listes de clients ou même endosser leurs idées. C'est juste le pouvoir d'avoir une entreprise qui est assez grande, qui supporte un entrepreneur. Ce n'est que de dire, regarde, on met notre nom en arrière, il n'y a peut-être pas un contrat, rien, mais juste de faire ça, ça fait une grosse différence. Donc, j'aimerais vous garder ça en tête. Le reste de l'entrepreneur. L'autre volet que je vais apporter, ça, c'est le point de vue de l'entrepreneur en ce moment, là. Nos entrepreneurs ont beaucoup de pression en ce moment. Un entrepreneur qui part son projet et qui hypothèque sa maison et qui prend des gros risques personnels, après 2-3 ans, a besoin d'argent. Et normalement, quand les fonds le financent, la majorité du temps, c'est en action privilégiée.
Ce qui fait que l'entrepreneur a toute la pression, tout ce qu'il a fait à la date est à risque. Alors, il y a toute la pression au monde de livrer, sinon il perd tout. Et la structure de financement dans ce cas-là fait que l'entrepreneur va prendre plus de risques qu'il ne se rend même pas lui-même compte. Et souvent, c'est très rare les entrepreneurs qui vont penser à faire des acquisitions dès le départ. Parce que normalement, on devrait faire un plan, dire voici mon innovation, je n'ai pas assez de masse, je vais prévoir acheter telle entreprise pour aller chercher la masse qu'il faut pour vraiment livrer un plan qui est solide. Et les entrepreneurs n'ont pas ça. Donc, je recommande fortement à chaque entrepreneur de s'assurer d'avoir dans son plan dès le départ une acquisition, que ça soit déjà prévu quand ils vont chercher les fonds pour s'assurer qu'ils soient bien équipés pour le futur. Mais une chose qui arrive, parce que la majorité des entrepreneurs n'ont pas de plan d'acquisition, ils doivent eux-mêmes prouver leur innovation, qui est déjà un défi en soi. Quand tu pars, puis bon, faut que tu prouves que technologiquement, ça fonctionne. Et après ça, ils doivent prouver qu'ils sont capables de faire une pénétration de marché, mais avec très peu de capital. Et quand on regarde dans notre historique, les entreprises qui ont réussi à prendre des parts de marché significatives et gagner de la masse sans aucune acquisition, ça a pris beaucoup de capital. Pas mal plus que ce qui était dans le plan. C'est ce qui fait que dès qu'une entreprise a le moindre succès, la première chose qui arrive, c'est qu'il y a une offre d'achat. Et là, l'entrepreneur est obligé de prendre en ligne de compte tout le poids qu'il a sur ses épaules, le poids de ses actionnaires qui décident qu'il faut absolument qu'ils vendent. Et normalement, ce qui arrive, c'est qu'il vend son entreprise. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment changer ce mindset-là. On ne peut pas avoir des entrepreneurs qui vendent. Je pense qu'il faut changer et établir, être vraiment capable d'avoir une base solide pour supporter nos entrepreneurs. Et il y a une chose que je veux ajouter aussi, c'est que c'est impensable aujourd'hui pour n'importe qui finance un entrepreneur de dire, écoute, je comprends, tu vas acheter telle compagnie, on va te financer l'acquisition, mais en plus, on va faire une secondaire pour que ton risque personnel soit pris de côté puis que tu puisses mettre de l'argent de côté. On dirait que tous les institutions qui financent l'entrepreneur se disent non, c'est impossible, on ne peut pas demander une secondaire et en même temps demander l'acquisition de la compagnie. Ça ne se fait pas. Mais moi, je trouve que c'est très légitime, même ça devrait être la norme, que tout le monde qui investit baisse le risque d'entrepreneur pour s'assurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros défi d'intégration. La dernière chose que tu veux, c'est qu'il se mêle dans ses idées parce qu'il y a des pressions à la maison, parce que l'hypothèque n'est pas payée. Il faut absolument qu'il se concentre sur l'intégration de son entreprise. Et moi, je pense que ça devrait être la norme de s'assurer. Puis ce n'est pas juste les institutions, les grandes entreprises aussi devraient supporter les entrepreneurs pour s'assurer qu'on puisse avoir une secondaire en même temps que faire des acquisitions, que les deux soient là. La majorité, on dit souvent l'importance d'attendre le bon moment pour faire une acquisition. Puis que quand c'est là, c'est là. Mais quand ça arrive le bon moment, il faut que nos institutions soient là puis qu'on le close rapidement. Puis quand cette transaction-là arrive, souvent, elle arrive de l'autre côté. Tu reçois un offre. Puis là, bon, l'entrepreneur doit prendre ça en ligne de compte. Puis là, il faut que les institutions soient là. Nous, chez nous, à la majorité du temps, quand on reçoit une offre d'achat sur nos compagnies, la première question que je me pose, c'est « je peux-tu acheter l'autre? » Mais qui pose cette question-là pour tous les autres entrepreneurs? Ça va être important que les entrepreneurs et les institutions qui les supportent se disent bien, écoute, on a le même réflexe. Quand on reçoit une offre d'achat, non, c'est nous autres qui va l'acheter, on ne va pas faire l'inverse. Puis de re-questionner constamment le risque que l'entrepreneur a. J'aimerais remercier à ce compte la Banque nationale qui a aidé Télésystème depuis le début. Les 30 acquisitions qu'on parlait au départ, c'est la Banque nationale qui a supporté Télésystème. Et Télésystème a été supporté par plusieurs groupes quand c'était le temps de faire les acquisitions. Puis ça, c'est important de le faire dans le marché. J'aimerais aussi remercier la Banque de Montréal qui aide avec la Banque nationale Stingray. On a réussi à faire plusieurs acquisitions. J'aimerais aussi remercier le Fonds FTQ et Investissement Québec qui nous ont aidés. Même si on n'a pas fait l'acquisition, on était prêts, puis le financement était là si on avait voulu le faire dans Stingray. C'est important. Et puisque je parle de Stingray, je vais remercier Novacap qui est là depuis presque le début avec nous, un super partenaire Novacap, et Éric, notre super entrepreneur Go. Alors, je ne vais pas remercier évidemment tous nos entrepreneurs, tous ceux qui nous supportent dans nos compagnies. Je pense que vous comprenez que je ne peux pas faire ça, mais j'espère aussi que vous comprenez à quel point on vous apprécie, puis l'importance que vous avez à ce qu'on puisse bâtir des entreprises solides, c'est très important. Dans les milieux des années 90, j'avais la chance de passer beaucoup de temps dans le bureau de mon père pendant qu'il faisait des appels, des meetings. Et durant un de ces appels-là, il y a un entrepreneur de l'époque, Serge Godin, l'a appelé pour faire l'acquisition d'une entreprise que Téléglobe détenait en service d'assurance. Après l'appel, mon père raccrochait puis il m'expliquait un peu à chaque appel, il m'expliquait bon, c'est quoi les plus et les moins de son appel, pourquoi tout ça. Et dans ce cas-ci, il m'explique que pour Téléglobe, c'est vraiment pas stratégique.
qu'il n'y a aucune... dans les opérations de Téléglobe, ça ne fait pas partie des opérations, mais que pour CGI, pour Serge, c'est important comme acquisition. C'est une acquisition, je me rappelle bien à l'époque, d'environ 150 millions, milieu des années 90. Aujourd'hui, comme vous savez très bien, CGI fait des acquisitions dans les milliards, puis probablement que les retombées économiques de CGI, annuellement, juste sur le Québec, sont probablement plus élevées que la transaction de 1990 de 150 millions. Et je me pose comme question, qu'est-ce qui serait arrivé dans les années 90 si aucune institution aurait supporté CGI? Si personne n'avait supporté CGI? Et que Serge aurait eu un offre incroyable dans les années 95, au prorata, CGI aurait été vendu. Bien, c'est sûr qu'en 95, on aurait dit « Wow, écoute, c'est incroyable, hein? On a vendu CGI à profit, good job, écoute, nouveau bateau pour Serge, tout le monde est content. » Mais je pense qu'aujourd'hui, on réalise tout dans la salle ici que de ne pas avoir CGI au Québec, ça a un impact majeur. Mais ça a été fait parce qu'on a un entrepreneur comme Serge qui a continué, puis il y a eu des institutions et des grandes entreprises qui ont supporté CGI pour se rendre là. Ce mois-ci, là je ne parle pas dans la dernière année, je ne parle pas des derniers 2 ans, ce mois-ci, il y a 4 entreprises en médias technologie qui ont été vendues. 4. IBWave, PCO Innovation, Créaform, iWeb. Je nommerai pas qui les back en arrière, je peux juste dire qu'il y en a 4 qui ont été vendus en 1 mois. Et moi, je me questionne à savoir, est-ce qu'il y en a une de ces 4-là qui aurait pu être un grand siège social à Montréal, au Québec ou au Canada? Y en a-t-il une? Puis la vraie question, puis je ne suis pas en train de critiquer les entrepreneurs qui ont vendu l'entreprise, je pense que les entrepreneurs ont fait un super job, puis quand c'est le temps, c'est le temps. Mais moi, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que l'entrepreneur, est-ce que quelqu'un, une institution, un groupe qui a offert à ce que l'entrepreneur puisse ne pas vendre, puisse avoir un peu un montant secondaire et puisse dire, tu sais quoi, je comprends le défi, j'ai réglé mon stress personnel, je vais la bâtir, cette entreprise-là. Et c'est là où je pense qu'on a peut-être échappé à la balle parce que je ne pense pas que dans ces 4 cas-là, il y a eu vraiment le choix de dire, écoute, on va continuer et on va la bâtir. Alors, j'aimerais qu'on se donne comme défi. J'ai mis 2020, c'est dans 6 ans. Alors, comme défi en 6 ans, d'avoir 6 groupes d'envergure internationale en médias et technologies au Québec, au Canada, à Montréal, des entreprises solides qu'on pourrait bâtir. Puis je pense que ça serait, puis je ne sais pas si c'est réaliste ou non, une par année, j'exagère-tu, je n'exagère pas. Le point, c'est de dire on en a déjà des actifs qu'on peut prendre, puis si le mindset change, je veux dire, au lieu de la vendre, on va aider à faire 2-3 acquisitions. C'est pas long que tu peux déjà avoir une plateforme pour commencer à consolider le marché. Et j'aimerais ça qu'on puisse se donner ça comme objectif, puis qu'on se dise, écoute, on va y aller, puis on va essayer de supporter nos entreprises. Puis ça ne se fera pas tout seul. Ça va se faire avec l'aide de nos institutions, de nos entrepreneurs, des grandes entreprises. Alors, prenez le risque d'investir, d'essayer au moins, prenez le risque d'essayer, visez l'international, aidez nos entrepreneurs, donnez-leur le goût de ne pas vendre. Dans tous les cas, nous, c'est ce que Télésystème ont fait depuis 40 ans, donc on va continuer à le faire, ça ne changera pas. Et n'ayez aucun doute que Télésystème comprend trop bien la valeur du risque pour se limiter au Monopoly, donc on va investir à l'international. Merci.